Le 17 octobre 2023 au soir, la Serbie reçoit le Monténégro pour une rencontre décisive concernant la qualification à l'Euro 2024 en Allemagne. Une rencontre marquée par son poids historique et symbolique, les deux équipes disputées sous le même maillot, la dernière grande compétition organisée en Allemagne, la Coupe du Monde 2006. C'est l'heure d'un nouvel épisode de votre série Grand Récit. Bonjour les amis, c'est Valentin, très heureux de vous retrouver et de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Arena. Et la série Grand Récit reprend ses droits avec un quatrième épisode consacré à l'équipe de foot de Serbie et Monténégro. Les deux pays aujourd'hui indépendants ont été pendant plusieurs années à la fin des années 90 et début des années 2000 les derniers représentants du foot yougoslave. Et bien sûr la symbolique est forte puisque les deux nations se retrouvent mardi soir pour un match ultra décisif dans la course à la qualif à l'Euro 2024. Dans cette vidéo, marquée par un brin d'histoire et de politique, pour les amoureux du foot des Balkans et d'ex-Yougoslavie, on va revenir sur cette équipe, son contexte et son évolution. Avant de débuter, si vous aimez les contenus de la chaîne, n'hésitez pas à liker pour le retour de Grand Récit, ça référence la vidéo, c'est gratuit. Et puis si vous découvrez l'Arena et si ça vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, à vous abonner, à activer la cloche. On est toujours de plus en plus nombreux. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Alors vous savez que j'adore l'histoire des Balkans, que ce soit d'un point de vue social, sportif ou historico-politique. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de travailler sur des sujets en lien avec les Balkans et l'ex-Yougoslavie dans mes études. Et puis sur YouTube, vous retrouvez beaucoup de sujets sur la région, le 11 de la Yougoslavie en 2023, les ultras politiques sur le Dynamo Zagreb et l'Étoile Rouge, le zoom sur le foot en Croatie et j'en passe. Donc voilà, ce sont des sujets que je trouve passionnants. Et encore aujourd'hui, on va voir un sujet très intéressant. On commence avec un peu de contexte et d'histoire, sinon c'est pas simple à comprendre et ça l'est déjà pas forcément même quand on le fait, mais revenons au tout début des années 90. En 1990, voilà à quoi ressemblait la Yougoslavie. C'est un état fédéral, plurinational et multiethnique, regroupant la Serbie et les provinces autonomes de Voïvodine et du Kosovo, aujourd'hui indépendants, la Croatie, la Slovénie, la Bosnie, la Macédoine du Nord et le Monténégro. Cet État a longtemps été dirigé par Tisto, c'était un État communiste qui avait une ligne politique vraiment particulière, le titisme, que beaucoup ont trouvé efficace, ce qui fait que les relents nostalgiques comme le phénomène de Yougo-nostalgie ont trouvé un certain écho dans les pays des Balkans encore aujourd'hui. C'est aussi à l'international, dans le contexte de la guerre froide entre le bloc de l'Ouest et de l'Est, un pays avec une certaine indépendance et très ancré dans le mouvement des non-alignés avec la conférence de Belgrade organisée en 1961. Mais les années 90 sont différentes, d'abord parce que le communisme s'effondre, et ensuite les nationalismes explosent et les tensions ethniques par-dessus le marché. Ce qui devait arriver arriva, la Yougoslavie finit par se disloquer avec les déclarations d'indépendance de la Slovénie et de la Croatie en 91, de la Bosnie et de la Macédoine en 92 et l'élection de partis et de figures nationalistes. Des guerres et des violences terribles ont lieu, notamment en Croatie et en Bosnie, à la suite des déclarations d'indépendance, qui va avoir une forte influence sur le foot, puisque la Yougoslavie, en raison des conflits, est exclue de l'Euro 1992 en Suède. Et fun fact, c'est le Danemark, pays repêché après l'exclusion yougoslave, qui remportera cet Euro 1992. Mais cette exclusion, pour vous dire, elle intervient au moment où le foot yougoslave brille. C'est-à-dire qu'on n'exclut pas une petite équipe de pacotille, on est dans les belles heures du foot yougoslave. La sélection a fait quart de finaliste du Mondial 90 en Italie contre l'Argentine, futur vainqueur du Mondial. L'Étoile Rouge de Belgrade a remporté la Coupe des clubs champions en 91 face à l'OM. Voilà, c'est un football très puissant cette période qui, paradoxalement, arrive dans la pire période de l'histoire politique de l'État. La Yougoslavie va donc basculer dans la guerre au début des années 90, mais seules deux républiques yougoslaves ont vu dans les années 90 des électeurs rester fidèles au parti communiste pro-Yougoslavie. Ces partis ont remporté les élections en Serbie et au Monténégro. Par conséquent, dès 92 est créée la République fédérale de Yougoslavie, la RF Yougoslavie, qui ne comporte plus que deux pays, la Serbie et le Monténégro. C'est l'état dit successeur de l'ancienne Grande Yougoslavie. Pour vous synthétiser, en 92, la Yougoslavie passe de ça à ça. Les territoires croates, bosniens, macédoniens et slovènes sortent du giron yougoslave. Le drapeau change également, puisque disparaît l'étoile rouge communiste. En football, la nouvelle Yougoslavie, la RF Yougoslavie, reprend ses activités en 1994 et se qualifie pour la Coupe du Monde 1998 en France. L'équipe entraînée par Slobodan Santrac est composée de 15 Yougoslaves d'origine serbe et 7 Yougoslaves monténégrins, parmi eux des joueurs que vous connaissez très probablement et qui résonnent avec le football des années 80-90, début des années 2000, Dragan Stojkovic, Sinisa Mihajlovic, Dejan Savicevic, Dejan Stankovic ou Savo Milosevic.
L'équipe yougoslave fait une bonne Coupe du Monde, termine deuxième de son groupe sans défaite en ayant battu l'Iran et les États-Unis sur le score de 1-0 et en ayant concédé le nul contre l'Allemagne de partout. En huitième, l'équipe s'incline dans le temps additionnel contre les Pays-Bas sur le score de 2-1, les Pays-Bas futurs quatrième du mondial 98. L'équipe yougoslave repart pour une nouvelle compétition lors de l'Euro 2000 avec un nouveau sélectionneur, Vujanin Boškov. La phase de poule est très étriquée, mais la RF Yougoslavie parvient à sortir du groupe à la deuxième place et passe devant la Norvège grâce à une meilleure attaque, 7 buts contre 1. En quart de finale de l'Euro, une nouvelle fois ce sont les Pays-Bas qui se dressent devant les Yougoslaves, mais cette fois-ci pas de débat. La RF Yougoslavie est corrigée 6 buts à 1 et quitte la compétition. S'ensuit ensuite 2 absences, pas de Coupe du Monde 2002, pas d'Euro 2004, mais surtout un changement politique majeur en 2003. La RF Yougoslavie abandonne son nom et son identité et rebaptise son État Serbie et Monténégro. Le drapeau ne change pas, le territoire non plus, seul change le nom. Et la Fédération de football de Serbie-Monténégro présente un nouveau logo. Le mot Yougoslavie disparaît ainsi sur la carte de l'Europe et du monde. L'équipe de Serbie et Monténégro ne parvient pas à jouer l'Euro 2004, mais se qualifie pour la Coupe du Monde 2006 devant l'Espagne dans son groupe de qualification. Arrive la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, mais pour la sélection de Serbie et Monténégro, le contexte politique est une nouvelle fois très particulier. En fait, cet État est en réalité une sorte d'État de transition vers l'indépendance des républiques de Serbie d'un côté et du Monténégro de l'autre. Le 21 mai 2006, le Monténégro organise un référendum sur son indépendance, le oui l'emporte à 55%. Le 3 juin 2006, 6 jours avant le début de la Coupe du Monde, le Monténégro proclame son indépendance. Le 5 juin 2006, la Serbie lui emboîte le pas. Ainsi, le 5 juin 2006, le pays de Serbie et Monténégro n'existe factuellement plus. Pourtant, le 9 juin 2006 commence la Coupe du Monde de football à laquelle l'équipe de Serbie et Monténégro doit participer. On est alors dans une situation incroyable puisque l'équipe de Serbie et Monténégro entre en lice le 11 juin 2006 mais ne représente plus aucun État existant ou alors 2 États séparés. Vous ferez l'interprétation que vous voulez. Mais dites-vous qu'on est là face à une équipe de foot qui sait pertinemment qu'elle n'existera plus à la fin de cette Coupe du Monde. Et avec le contexte et le groupe très corsé, l'équipe de Serbie et Monténégro ne fait pas long feu, l'équipe s'incline 3 fois et termine dernière de son groupe composé de la Côte d'Ivoire, de l'Argentine et des Pays-Bas. Le match du 21 juin contre la Côte d'Ivoire est le dernier de l'histoire de la sélection Serbie et Monténégro. Pour la petite anecdote, Dejan Stanković est de la partie dans ce mondial 2006. Il a la particularité d'avoir joué la Coupe du Monde avec 3 sélections différentes, la RF Yougoslavie en 98, la Serbie et Monténégro donc en 2006 et la Serbie en 2010 en Afrique du Sud. Assez hallucinant. Une semaine après ce match du 21 juin, la fédération de foot de Serbie et Monténégro se dissout et laisse place à 2 nouvelles fédérations, la fédération serbe et la fédération monténégrine, qui rejoignent immédiatement l'UEFA et la FIFA. 17 ans après 2006, c'est le dernier match de la sélection Serbie-Monténégro, l'histoire refait encore surface. Et après 2018 et le match aller, la Serbie et le Monténégro vont s'affronter pour la 4e fois de l'histoire mardi soir. À l'heure actuelle, la Serbie a remporté les 3 affrontements, 2 en Ligue des Nations en 2018 et le match aller des éliminatoires au Monténégro en mars 2023 sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Dusan Vlahovic. Le match retour mardi soir à Belgrade en Serbie vaudra de l'or puisque les 2 équipes sont au coude à coude au classement. La Serbie a 10 points, mais un match de plus que le Monténégro qui en a 8. La pression sur la Serbie va être monumentale, d'autant plus, rappelons-le, que la Serbie indépendante n'a toujours pas joué l'Euro. Une anomalie quand on regarde l'effectif serbe et le fait que la sélection ait pourtant disputé 3 des 4 dernières Coupes du Monde. Bref, ce match va valoir son pesant de cacahuètes entre 2 voisins, 2 rivaux désormais, qui disputaient un mondial pour la dernière fois sous le même drapeau il y a 17 ans. Faites vos pronos, les amis, sur ce Serbie-Monténégro et partagez votre avis en commentaire. Voilà les amis, c'est la fin de ce grand récit qui était plus court que les autres. Un grand récit assez bref, mais j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, toujours un plaisir de mêler football à de l'histoire, de la géographie ou de la politique. Et dans les Balkans, on voit à quel point le contexte historique a pu influencer le football. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et bien sûr à vous abonner, c'est un soutien super. Et puis n'hésitez pas à commenter pour le référencement, ça permet aussi de débattre et pour moi de vous connaître ou de vous reconnaître. Merci encore pour votre fidélité les amis, rendez-vous lundi prochain pour le retour d'Ultra et Politique. D'ici là, passez une belle soirée, une bonne journée, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Allez, ciao ciao.